venez de le voir tout de suite, c'est l'heure de lire la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Antoine. À la une de votre revue de presse, la poursuite des opérations israéliennes au Liban. On en parlait dans ce journal, dont la capitale Beyrouth a subi de nouvelles frappes hier qui ont fait une dizaine de morts et des dizaines de blessés. Hélène. Oui, le pire est encore à venir, d'après l'Orient le Jour, le quotidien libanais qui se demande qui arrêtera cette guerre. D'après le journal, Israël fait encore du front iranien une priorité, mais une invasion de grande envergure serait sérieusement sur la table. Une volonté de la part de l'État hébreu de poursuivre une escalade militaire sans limite jusqu'à obtenir le démantèlement total du Hezbollah. Dans l'immédiat, vous l'avez évoqué, l'offensive israélienne provoque une crise humanitaire d'ampleur, notamment à Saïda, où s'est rendu le quotidien La Croix. Le journal catholique français appelle l'Europe trop longtemps mutique face aux violences d'Israël à hausser le ton, en saluant d'ailleurs la proposition française d'accueillir des discussions directes entre Israël et le Liban. Une guerre au Moyen-Orient, Hélène, qui provoque une flambée des prix de l'énergie. Le baril de Brent dépasse les $100 encore une fois ce matin. Et ça, c'est très avantageux pour la Russie de Vladimir Poutine. Oui, après avoir obtenu un assouplissement des sanctions sur son pétrole, le patron du Kremlin, Antoine, semble vouloir pousser son avantage. Le Financial Times, qui montre le navire endommagé Arctic Métagaz, qui est actuellement à la dérive en Méditerranée après une attaque de drone, au risque de provoquer une catastrophe écologique majeure. Le journal donc cite la déclaration hier de Nikolai Patrouchev, c'est le directeur du Conseil maritime russe. Il affirme que Moscou envisage désormais d'envoyer des patrouilles navales armées pour escorter ses navires, voire d'armer ses navires eux-mêmes. Signe de ce grand retour aux affaires de Moscou, la reprise des activités d'Etibar Eyoum. C'est un homme d'affaires azerbaïdjanais et il est présenté par le Wall Street Journal comme le principal client de Rosneft, la compagnie pétrolière russe, chargée de trouver des acheteurs pour les 50 milliards de dollars de pétrole produit chaque année par la Russie, propriétaire de près d'un tiers des quelques 600 navires qui transportent le pétrole russe. Eh bien, ce négociateur connaîtrait actuellement, je cite un concurrent, une seconde jeunesse. Et sur le front, la Russie s'est engagée, elle, au début de la semaine, à arrêter de recruter des Kenyans, Hélène, pour combattre justement sur le front ukrainien. Oui, mais Libération fait état d'études récentes selon lesquelles la politique de recrutement de combattants étrangers, notamment camerounais, indiens ou encore nord-coréens, serait de plus en plus agressive au point que la Russie engloutirait actuellement près de 2% de son PIB dans des primes pour attirer de nouveaux soldats. Parmi ces recrues étrangères, il y aurait également des Sud-Africains partis pour la Russie envoyés sur le front ukrainien après de fausses promesses faites par une filière de recrutement présumée qui mène jusqu'à l'entourage de l'ancien président Jacob Zuma. Et les Russes eux-mêmes, on le sait, ne sont pas forcément mieux traités. Dans le New York Times, Alexandre Abassov d'Arskan raconte comment il a cherché, après avoir été emprisonné pour meurtre, un nouveau départ, une nouvelle liberté en s'engageant en Ukraine. Il affirme aujourd'hui avoir reçu en tout et pour tout, Antoine, un versement unique de $3 800 pour sa jambe perdue. Sidérant. Dans la presse également, Hélène, les révélations de plusieurs médias internationaux sur la façon dont le Vatican a étouffé des scandales de pédocriminalité pendant des décennies. Et ces médias, dont le quotidien espagnol El País, accusent l'Église d'avoir eu connaissance de milliers d'abus et de les avoir systématiquement dissimulés pendant près de 90 ans. Le journal publie notamment deux documents, l'un datant de 1938 concernant des religieux impliqués dans des affaires d'immoralité, je cite, pour éviter que ces archives ne tombent entre les mains des nazis, et un autre de 1986 du cardinal Ratzinger, confirmant que le futur pape Benoît XVI avait bien eu connaissance des agissements pédocriminels d'un prêtre allemand, Peter Ullermann, au début des années 80. Selon un historien, la préoccupation, je cite, n'était pas le sort des victimes, mais la préservation du système. Révélation aussi dans le New York Times cette fois, Hélène, sur une figure des droits civiques latino-américains. C'est le syndicaliste César Chavez, décédé en 1993. Oui, d'après le quotidien, celui qui fut le cofondateur de l'Association nationale des ouvriers agricoles et qui est devenu célèbre à travers le monde entier en lançant le slogan « Si se puede », oui, on le peut, qui est d'ailleurs devenu celui de la campagne de Barack Obama en 2008. Eh bien, cet homme, effectivement disparu en 1993, est accusé d'avoir abusé de plusieurs jeunes filles de son mouvement, là encore pendant des années.
Parmi ces victimes, on trouve Anna Mourguia, 66 ans aujourd'hui, qui raconte avoir été agressée sexuellement à plusieurs reprises. Enfin, ici en France, le site d'info Mediapart révèle que 2 femmes ont porté plainte contre le chanteur Patrick Bruel, l'une pour viol, l'autre pour tentative de viol. Patrick Bruel qui réfute toute violence et toute contrainte. Merci.